Populicide de Philippe de Villiers, un ouvrage de plus de 380 pages, qui est de nature assez inégale, car il contient à la fois des analyses historiques de grands événements, des éléments d'autobiographie et des anecdotes qu'il distille de temps en temps, et puis des passages franchement lyriques, complètement déconnectés de toute dimension politique, et qui chantent sa vision d'un amour de la France que je trouve totalement fétichisé. Alors, évidemment, que peut-on dire? D'abord, à la différence de l'ouvrage d'Éric Zemmour, et à ma grande surprise, Philippe de Villiers parle un peu de christianisme de temps en temps, mais pas tant que ça. Par contre, il omet un certain nombre de choses. Il essaie d'analyser les civilisations qui se sont éteintes, la Grèce antique et Rome, la civilisation Inca et d'autres encore. Donc ce populicide, ou cet autopopulicide, populicide par soi-même, et il prend l'exemple de Byzance et de la chute de la ville en 1453, mais omet totalement, par exemple, l'impact de la destruction par les croisés de la ville en 1204. Évidemment, à de nombreuses reprises, c'est l'opposition christianisme versus islam, comme chez Zemmour. Et même chose lorsqu'il évoque la destruction de Rome, par Alaric, il se garde bien d'indiquer qu'Alaric était chrétien. Il y a des passages un peu plus juridiques. Je vais analyser un peu dans l'ordre que j'ai lu ce livre, et tout simplement tel qu'il se présente. Donc par exemple, il va dénoncer la non-discrimination avec une relative justesse sur les débats juridiques. Et puis, évidemment, il indique être tombé sous les murs de Maastricht, donc à plusieurs reprises, l'obsession anti-Maastricht qu'il partage avec Michel Onfray, qu'il cite d'ailleurs, apparaît. C'est un élément clé, un élément moteur. Il n'insiste pas tant que cela dessus, mais il met quand même beaucoup d'ardeur à revenir dessus. Et puis, il fustige ses anciens compagnons Séguin et Pasqua, qui ne croyaient pas à la victoire du non à Maastricht, et qui disaient être soulagés parce qu'ils auraient été bien embêtés s'ils avaient dû assumer les conséquences de la défaite de la construction européenne. Il indique que tout se joue à Bruxelles, donc on est toujours dans le fantasme eurosceptique, toujours cette illusion dans Bruxelles, le système totalitaire surpuissant qui dirigerait nos vies. Il n'y a rien de plus faux, mais c'est toujours cette même légende qui exonère ainsi les gouvernements des États de toutes leurs responsabilités qui sont majeures. Il a dit que la voie anglaise est la plus sage, alors qu'elle est évidemment désastreuse, que 60% des Britanniques regrettent leur vote, et que l'immigration au Royaume-Uni, venant du monde entier, n'a jamais été aussi forte et aussi explosive que depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Je crois même que si le Royaume-Uni n'avait pas quitté l'Union européenne, sa situation serait quand même bien meilleure. Donc la voie anglaise est une voie sans issue. Il affirme que la Grande Europe est une idée allemande, ce qui est faux. C'est une idée européenne qui a émergé dans les esprits d'Européens de tout le continent. Elle n'est pas spécialement allemande, puisqu'en fait, l'Allemagne, en 14-18 et en 39-45, n'avait aucune ambition de forger une Europe unie. Soumettre l'Europe peut-être, mais l'unir et la bâtir, certainement pas. Ce n'est pas du tout une idée allemande, c'est une idée de tous les Européens de bonne volonté, évidemment, et c'est le premier est un Tchèque, c'est Georges de Podibra. Alors, il évoque une conversation à trois avec Macron et son épouse, et Macron lui aurait dit, cette phrase, « Je me méfie comme vous des européistes ». Alors, dans le terme européiste, ça désignait des bérous quelconques. Il aurait dit ça, qu'il ne les supportait pas, et donc c'est la démonstration du en même temps macronien. Macron super pro-européen, mais vous voyez qu'en privé, il est capable de dire tout à fait le contraire. Alors, à de nombreuses reprises, et dès le départ de l'ouvrage, Villiers flatte Bolloré, il parle de sa rencontre avec lui. Voilà, donc clairement, il est édité par Fayard, qui est une maison d'édition maintenant qui fait partie du groupe Bolloré. Il a son émission tous les vendredis sur CNews. Il est sponsorisé clairement par Bolloré. À ceux toutefois qui craignent une candidature de Philippe de Villiers en 2027, l'ouvrage laisse penser que non. Et il présente cet ouvrage comme presque son dernier, comme une sorte de dette qu'il rembourserait à la France et comme une forme de testament politique. C'est présenté comme tel. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'aller au charbon, même s'il décrit un peu un président, non pas idéal, mais en opposition avec Macron.
Et alors, il y a évidemment plusieurs chapitres sur l'Europe, par exemple des pages 197 à 204, ou encore lorsqu'il évoque le vote de 2005. Il dit qu'on envoie à la Russie nos missiles, il faut même expliquer lesquels. La responsabilité de la Russie dans cette guerre est totalement ignorée, totalement oubliée. Il en parle relativement peu, cela dit, mais il explique que cette guerre met fin au rêve européen, de toute façon qu'il condamne. Il affirme que l'Europe est seule. Dans ce cas-là, elle n'a pas intérêt à se diviser. Si elle est seule, elle doit s'unir. Là est la cohérence. Or, il prône la division. Même si je n'ai pas lu dans cet ouvrage une volonté explicite de quitter l'Union européenne, il en souhaite l'effondrement. Il dénonce la souveraineté européenne, mais ensuite explique que l'Europe n'est plus souveraine. Elle ne l'a jamais été. Parce que justement, il n'y a pas de souveraineté européenne. Et elle peut être prônée en parole par Macron, rien n'a avancé depuis 2002 en ce sens. Donc il faut savoir, ou bien la France n'est plus souveraine, ou bien elle ne l'a jamais été, mais elle ne peut pas être les deux. Et par ailleurs, on ne peut pas être contre la souveraineté européenne, qui est présentée comme un fantasme, et ensuite dénoncer qu'elle n'a pas lieu. Donc là, il y a une incohérence, là encore une aporie dans son raisonnement. Bien sûr, la France serait vassalisée par l'Allemagne, elle-même vassalisée par l'Amérique. On retrouve là aussi l'anti-américanisme classique de la droite française. Évidemment, ce qu'il souhaite, c'est que le mur de Maastricht tombe. Donc toujours l'obsession, toujours tout ramener à 1992, et espérer que l'Union européenne s'effondre. Il le dit clairement, il pense qu'il ne le verra pas de son vivant, mais il le souhaite. Et donc c'est toujours l'impasse, puisqu'en fait, il n'a rien à proposer. Ce qu'il propose à la place de l'Union européenne, c'est même pas la souveraineté française, c'est une sorte d'amour de la France lyrique. On est complètement en dehors de la politique. Il parle de l'Europe des 12 étoiles mariales de l'Apocalypse, en disant qu'elle est morte. Page 227. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il propose à la place? Rien. Si, le retour de la nation. Le retour de la nation, c'est comme un Terminator qui revient, I be back. Voilà, face à la souveraineté européenne, dont il vient d'expliquer qu'elle n'existait plus. Donc on combat des moulins à vent, concrètement. C'est tout simplement ça. Il y a ensuite toute une partie où il dénonce la volonté du métissage perpétuel et prône implicitement l'assimilation, sans être très explicite. Dénonce une Europe devenue post-identitaire, ça on sera d'accord avec lui. Et il dit ceci, page 243, ils veulent abolir les nations sans chercher à en construire une nouvelle. D'abord, les nations ne sont pas construites, mais effectivement, ceux qui prônent une Europe politique actuellement sont souvent peu identitaires, et ils ne parlent pas d'Europe-nation. Mais effectivement, sa critique ne vaut pas pour ceux qui veulent justement que l'Europe soit pensée comme une nation authentique, une nation homogène. Il dénonce l'islamisation de la France, bien sûr, son leitmotiv. « Je sens venir le califat », dit-il. Titre-t-il même. Voilà, donc toujours la même chose. Bien entendu, il y a une question islamique en Europe, mais elle ne résout pas la question migratoire. La question de l'Afrique, par exemple, en tant que telle, n'est pas évoquée. S'il dénonce le rôle de l'islam, la question de l'immigration chrétienne africaine, par exemple, est totalement inexistante. Il souhaite un nouveau président habité par une conception sacrificielle de sa fonction. Donc là-dessus, évidemment, il y a toujours la notion de martyrat, toujours l'idée un peu post-gaulliste d'un dirigeant qui est au service du pays, et c'est plutôt un vœu pieux à mon avis, mais pourquoi pas, passons. Il dénonce chez Macron une souveraineté européenne qu'il a fantasmée, très bien, donc si c'est un fantasme et qu'elle n'existe pas, pourquoi la dénoncer? Ensuite, il parle du wokisme, d'égalité de genre, et dénonce l'avortement implicitement. Bon, le mélange des deux n'est pas forcément adroit, passons. Il dénonce un coup d'État de la toge, par ailleurs, dont les affaires Fillon et Marine Le Pen seraient l'incarnation. Une république des juges. Cette critique avec le procès Sarkozy peut avoir du sens, mais lorsqu'il parle d'exécution judiciaire de Marine Le Pen, c'est faire peu de cas du dossier en lui-même, qui n'est pas comparable du tout. Là-dessus, il n'y a pas de raison de donner un blanc-seing à Marine Le Pen. Et, lui, implicitement, prétend que c'est un coup politique contre elle. Je n'en suis pas du tout convaincu. Il évoque l'idée qu'il faut refaire des Français, comme si les Français avaient été faits un jour, qu'il faut franciser, refranciser, restaurer le roman national, donc une fiction qu'on présente, et revient ce second, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, ce qui ne veut rien dire. Si la France, tu l'aimes européenne. Si tu ne l'aimes pas européenne, c'est que tu ne l'aimes pas, et si tu ne l'aimes pas et que tu n'en es pas,
effectivement, assume ton identité là où elle a du sens. C'est là le point faiblesse, évidemment, du discours de Philippe de Villiers, bien entendu. Et il va revenir d'ailleurs sur ça par la suite. Alors, la religion chrétienne, vous voyez, elle n'est pas si présente que ça, bien qu'il présente la France comme une nation-église, soumise à un roi Verbe, un roi Christ, donc là on parle dans le lyrisme religieux, et que la France est devenue jadis le salon de l'Europe, je suppose qu'il veut parler de la lingua franca, du fait qu'on parlait français aux différentes cours. Donc il s'élève contre le franglish, contre le globish, il s'élève contre le langage inclusif, et contre la techno-structure avec son vocabulaire spécifique. Il oublie la créolisation de la langue française, qu'il dénonce dans le projet de Mélenchon, mais qu'il oublie dans la dimension linguistique. Avant de dénoncer le globish, peut-être faudrait-il dénoncer tout ce vocabulaire pseudo-verlan et qui vient d'autres continents et qui se répand dans la jeunesse. Vous n'avez qu'à prendre le RER ou le bus et vous voyez très bien que même sur la jeunesse indigène, il y a toute une terminologie qui ne prend pas sa source en anglais ou ailleurs, mais autre. Ça serait bien de la dénoncer aussi. Alors là, il revient sur les obsessions chrétiennes, il fallait bien que ça apparaisse un petit peu. C'est à peu près du même acabit que Éric Zemmour. Donc sans la chrétienté, la France n'est rien. Bon. La Gaule, en tout cas, existait avant la chrétienté, et l'Europe peut exister après. Donc là aussi, tout ramené au christianisme, mais à la différence quand même de Zemmour, il ne se fait pas d'illusions sur une rechristianisation. Il ne l'évoque pas. Il estime que ça doit être enseigné aux jeunes Français, mais sans plus. Alors il dit que c'est une religion qui est ici depuis 2000 ans, donc elle a un droit d'aînesse. D'abord, c'est plutôt depuis 1500 ans, et le droit d'aînesse, dans ce cas-là, on peut le faire valoir, effectivement. La foi native européenne est antérieure au christianisme, les druides étaient présents avant les curés, donc s'il s'agit de faire valoir un droit d'aînesse, eh bien, le christianisme ne peut pas le réclamer, il y a quelque chose avant. Et ce quelque chose avant a des droits, là aussi. Il indique que dès les années 70, la pensée européiste est révolutionnaire, donc destructrice selon lui, et puis à la fin, il développe quelques thèmes. Le français de souche, oubliant qu'il y a un adjectif derrière le mot de souche, normalement, français de souche européenne, le mot français de souche ne veut rien dire sans. C'est un terme qui vient de la guerre d'Algérie. Français de souche européenne, français de souche nord-africaine. Il parle du français de désir, alors là on a droit encore au grand délire sur le fait que n'importe qui peut faire souche chez nous, alors qu'il dénonce parallèlement le déracinement. Si tu dénonces le déracinement, il vaut pour tout le monde. Pourquoi souhaiter que des gens se déracinent de leurs racines authentiques pour faire souche chez nous? Donc ce passage sur on peut devenir français si on a envie, si on aime la France, etc., c'est toujours le même délire, c'est aucune leçon n'est apprise, et ça invalide toute sa critique de l'immigration, finalement. Toujours les mêmes rengaines, c'est pas une surprise. Et puis le français éclaireur qui anime tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que Philippe de Villiers, évidemment, se renouvelle assez peu. Un livre de Philippe de Villiers qui succède à un autre livre, finalement, ça se ressemble un peu. Après, il y a quelques formules heureuses, des terminologies habiles, un peu poétiques d'ailleurs. Mais c'était assez pénible à lire lorsqu'on cherche des dimensions politiques. Déjà, il n'y a aucune solution proposée, strictement aucune. On est dans la nostalgie perpétuelle, on est dans l'idée, effectivement, que la France est en décadence, le terme est employé, et c'est une longue lamentation, une longue litanie de protestation, d'impuissance en réalité, et sans comprendre la dimension européenne. La dimension européenne, à part la question de l'Union européenne, contre laquelle il s'élève régulièrement, est totalement ignorée. La France, elle est un objet, parfaitement au hasard, au milieu de l'Europe. C'est juste un accident historique, l'Europe n'existe pas. Donc là-dessus, évidemment, c'est toujours la même rengaine, toujours la même fiction. Comme je l'ai indiqué pendant que je vous lisais quelques notes, il refuse la souveraineté européenne, puis déplore son absence. Et explique ensuite que ce n'est qu'un fantasme. Il faut savoir. Si l'Europe est seule, si l'Europe est abandonnée par les États-Unis et d'une certaine manière par la Russie, elle doit s'unir. Or, lui ne rêve que de sa division, de revenir vers les divisions du passé sans comprendre qu'elles sont mortifères et qu'elles accompagneront le chant du cygne de la civilisation européenne. Les leçons ne sont pas prises, d'ailleurs 14-18 et 39-45 sont largement oubliées de son ouvrage, et c'est pas un hasard, parce qu'effectivement, il résume les choses toujours à des conflits, christianisme versus islam par exemple. Il insiste moins que Zemmour.
mais il en parle quand même. Et au final, il oublie évidemment beaucoup de choses. Il oublie le rôle du christianisme dans la ruine de l'Empire romain, mais ça, c'est pas une surprise. Que dire? Je sais qu'il a félicité Zemmour pour son livre. Je dirais que Villiers est un peu plus réaliste, néanmoins, sur la dimension de la religion. Là-dessus, je ne dis pas qu'il n'y a pas un air commun avec Zemmour, mais bon, il ne se fait pas d'illusions. Après, moi, ce qui m'agace, c'est que ce sont des livres qui passent leur temps, et Villiers, c'est vraiment sa spécialité, à déplorer et à se plaindre. Voilà, se plaindre de l'état du pays et de la trahison des élites qui l'ont amené à ce niveau-là. Mais de solutions, on peut bien attendre. Et toujours le mythe de l'homme providentiel qui est toujours présent. Et donc la critique, parfois, elle est tout à fait fondée. Il y a des analyses, comme je l'ai dit, sur la justice, sur le droit, etc., qui sont assez fondées, qui sont pertinentes. Il y a quelques anecdotes assez intéressantes, mais qui ne sont pas analysées vraiment. Quand Macron, lui, dénonce les européistes devant lui, il devrait se dire, voilà quelqu'un qui dit ce que les gens ont envie d'entendre, qui est d'accord avec le dernier qui parle. Et c'est exactement ça. Et puis, l'européisme, ça ne veut rien dire en soi. Donc, je trouve que, c'est un livre de Villiers de plus. Je dirais que ce qui me rassure, vraiment, mais j'ai peut-être tort, hein, c'est que je ne pense pas que ce livre annonce une candidature présidentielle de Philippe de Villiers, une troisième candidature donc, même s'il flatte Bolloré à de nombreuses reprises. À aucun moment, il ne propose des pistes de renaissance. Ce n'est pas un livre qui invite l'action politique. C'est un livre qui est une longue litanie de pleurs sur la France du passé. Voilà. Et quand il essaie de susciter un espoir, c'est un espoir lyrique qui est complètement à côté de toute dimension vraiment politique. Il dit que la France a une âme, par exemple, que la France est un être vivant. Tout ça, c'est bien joli, mais ça reste complètement conceptuel. Donc voilà. Il n'y a pas plus à charger le livre que ça. C'est Philippe de Villiers, tout simplement, tel qu'on le connaît depuis 30 ans. Voilà, c'est son discours habituel, avec des nuances, avec des concepts clés. Populicide est un mot intéressant, qui veut dire donc tuer un peuple. Il explique les exemples historiques qu'on peut y aboutir, sans forcément tomber dans la thèse complotiste, évidemment. Et ce qu'il dit n'est pas faux. Le problème, c'est ce qu'il ne dit pas, en réalité. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que même s'il dénonce le péril migratoire, il explique qu'une ville comme Toulouse rentre en France chaque année, il n'analyse pas plus que ça. Et souvent, il résume les choses au problème de l'islam, alors que le problème n'est pas seulement celui-là. Le problème, c'est déjà l'universalisme. Et ça, la critique de l'universalisme, il ne la fait pas, et pour cause. Il ne sait pas le faire. Et bien entendu, l'Église n'a aucune responsabilité dans notre situation, alors qu'elle désarme moralement un certain nombre d'Européens et qu'elle soutient l'accueil des migrants. Toute cette autocritique-là, il s'y refuse. Donc c'est une France fantasmée du passé, une France de photos en noir et blanc, qu'il veut nous proposer de sauver. Et en réalité, évidemment, tout cela n'existe pas. Parce que tout cela relève de la construction du roman national, c'est-à-dire d'une œuvre de fiction. Il faut revenir au réel. Et le réel est européen. Il est bien plus européen que national, parce qu'il est beaucoup plus ethno-civilisationnel que conceptuel. L'Europe est une réalité ethnique et civilisationnelle qui est en danger, et ce n'est pas la France seule qui la sauvera. Donc, si l'Europe est seule, comme il le dit, alors elle doit s'unir. Si l'Europe est seule, alors elle n'a pas d'amis autres que ses frères européens. À un moment donné, il faut être cohérent. L'Europe est désarmée face aux ennemis, armons-la. L'Europe est désunie face aux ennemis, unissons-la.